Bonsoir chers amis, ici Elisabeth. Alors je dis bonsoir parce que nous sommes le 12 février à 19h59, très précise, bientôt 20h. Je vous dirai qu'au quatrième top il sera 20h. Donc c'est bonsoir, mais peut-être que pour vous, voilà, c'est bonjour, hein, tout dépend à quel moment vous m'écouterez. Donc je viens vous trouver pour vous parler de la Saint-Valentin. Ça y est, le quatrième top est passé, il est 20h. Saint-Valentin, Saint-Valentin qui a lieu le 14 février comme tous les ans. Et cette année, voilà, c'est un petit peu spécial. Et je vais vous parler donc du ciel. Et puis, je vais vous parler de la Saint-Valentin. Alors déjà, comment... Alors la Saint-Valentin, on en dit des choses, c'est la fête des amoureux. Moi, quand je pense à Saint-Valentin, alors bien sûr, il y a plein d'histoires. Hein, le moine, je ne sais pas ce qu'il était, hein, en tout cas, c'est un ecclésiastique, Valentin, Saint-Valentin, qui fiançait les jeunes gens en cachette, puisque pour qu'il y ait plus d'hommes qui veulent bien s'enrôler, la petite histoire dit qu'il ne fallait pas qu'ils soient amoureux et qu'ils se marient pour avoir envie de partir à la guerre, donc c'était interdit et Valentin le faisait en cachette. Il y a aussi une histoire avec un geôlier, la fille du geôlier, enfin il y a plein d'histoires. Voilà, celle qu'on veut. Celle que je me raconte moi, je pense aux oiseaux, hein, je pense au printemps énergétique que je vous ai largement partagé, je pense à ce mois de février où la vie intérieure commence à prendre vie à nouveau, à ce renouveau, au grand nettoyage, à Imbolc, au printemps énergétique, au nouvel an chinois, enfin voilà, tout ce que je vous ai partagé lors de la nouvelle lune. Et à cette énergie, alors qu'on peut appeler libido, énergie sexuelle, énergie vitale qui remonte, cette sève qui remonte à l'intérieur de nous et qui nous remet en vie. Donc, quelque part, c'est ça, pour moi. Et justement, je relis toujours, depuis plusieurs années, au mythe d'Eros et de Psyché, au conte initiatique d'Eros et de Psyché. Puisqu'Eros, c'est le désir, c'est l'anagramme de rose, hein, d'ailleurs à Saint-Valentin, les roses rouges sont là, qui évoquent justement, voilà, c'est l'énergie de vie, c'est ce désir d'être en vie, d'avoir envie, et bien sûr, quand on est dans cette... C'est la lune de miel, hein, on va dire, les retrouvailles, hein, le renouveau aussi, mais au niveau des amours aussi, hein, ça en fait partie. En tout cas, plus particulièrement le 14 février. Mais surtout, je vais vous parler de ma posture parce que c'est peut-être pas celle de tout le monde et puis peut-être que pour vous, vous serez pas prêt à entendre cela. Valentin... Au niveau de la langue des oiseaux, moi ce que j'entendais c'était Val, et ça me faisait penser au prénom de mon fils, donc qui est Valère, donc valérer, bien se porter, être en bonne santé, être bien portant, et puis aussi valeureux, enfin c'est de là d'où viennent toutes ces racines, et dont Valentin, je sentais que ça venait de là. Et je me disais, c'est être... dans sa valeur, dans sa santé, dans sa force, mais j'entendais aussi en teint, et je me disais en entier, hein, et en reliant à la fête des amoureux, où on a tendance à dire mon Valentin, ma Valentine, déjà mon ou ma, il y a une notion de possession, d'objectisation, alors que quand on est dans l'amour véritable, je dirais, on échange de sujet à sujet, et pas c'est mon obscur objet du désir. Il y a un film là-dessus, je ne me rappelle plus l'auteur, et
il n'y a pas de moitié, hein, on n'est pas une moitié où il faudrait les trouver une autre moitié. Et quand on dit c'est ma moitié, comme si, bah voilà, comme si d'abord l'autre personne n'était pas complète, que c'était qu'un petit bout de quelque chose, et puis que nous, bah, sans cette moitié-là, on ne serait pas complet. C'est la fameuse séparation, puisque le mot sexe vient du mot, voilà, sécateur, c'est la même origine, ça signifie couper, hein, couper en deux. Donc tout cela, voilà, pour moi j'ai du mal parce qu'à travers mon expérience personnelle, en effet, j'étais un petit peu comme tout le monde jusqu'à l'âge de 40 ans où je pensais que tout était à l'extérieur, que si je n'avais pas de compagnon, que si j'avais pas de personne pour me compléter, que je ressentais un vide, un manque, et je ne trouvais pas de complétude à l'intérieur de moi, jusqu'à temps que la vie m'ait proposé une épreuve, donc une séparation, de rencontrer enfin, je dirais, puisque je n'avais jamais été célibataire de ma vie, enfin, non l'isolement, mais la solitude. Dans le mot solitude, il y a le mot soleil. Et que grâce à cela, j'ai pu me rencontrer moi, y compris, par exemple, mon masculin intérieur, après tout un tas de, on va dire, de découvertes en découvertes qui ont été plus ou moins accueillies pour ma part de manière plus ou moins confortable, hein, et donc beaucoup de résistance, beaucoup de souffrance. En plus, j'ai fait cela seule, sans rien connaître à rien, donc ça fait aussi ma force. Mais voilà, j'ai été à des moments, on va dire, dans des endroits un peu dangereux. Donc voilà, donc je ne peux pas voir les choses autrement, puisque pour moi ça a été transcendant, transformateur. Pour aller vérifier quand même, puisque en me fiant au langage des oiseaux, j'entends bien que Valentin, il y a cette notion de complétude et d'équilibre, hein, en reliant donc au prénom de mon fils. Donc je suis allée vérifier l'étymologie et en effet, l'intuition de la langue des oiseaux était juste, puisque en effet Valentin signifie bien, ça vient, alors je vous épargne quand même, bon, je vais vous dire quand même ce qui m'a marqué, que ça viendrait de Valencia, qui en vérité c'est O-U-A-L-E-N-T-I-A, donc ça viendrait de Ouléo, qui signifie en entier. Hein, donc ça c'est l'origine gauloise, ça c'est... mais sinon, le grec, alors il y a plusieurs origines, etc., le grec, le latin, etc., il y a toujours cette notion que ça signifie être en bonne santé, être bien portant. C'est la même étymologie, saint d'esprit et de corps. C'est la même étymologie que Valère, hein. Donc le prénom, ou Valere si vous préférez, en latin, qui signifie bien se porter. Et avec cette notion de complétude, parce que qui est entier, hein. Donc c'est dans site.google.com/site/étymologie sans accent sur le E, latin grec, tout collé, /homme/v/Valentin. Voilà pour le lien où vous pourrez aller lire l'étymologie de Valentin. Je vérifie toujours l'étymologie parce que je trouve qu'il y a toujours une justesse. Et de toute manière, je trouve toujours ce que je veux. Et voilà, cette année, je suis allée vérifier mon sentiment intérieur à propos de la Saint-Valentin. Donc, il y a 3 ans, j'avais animé un atelier, une conférence atelier en ligne autour du conte initiatique d'Eros et de Psyché. Ce conte est vraiment voilà, très porteur, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je me suis retrouvée dans les étapes que j'ai traversées pour nous donner une direction sur le chemin, sur la voie initiatique de l'amour, hein.
Voilà. Donc je ne vais pas le détailler ici, mais il a été analysé, voilà, entre autres par Marie-Louise von Franz, une collaboratrice de Carl Gustav Jung. Voilà, plein de personnes s'y sont collées, on va dire. Et donc moi, j'avais ma petite analyse personnelle, et donc ça a été très porteur pour moi, surtout pour des messages qui vont toucher les profondeurs de l'inconscient. Et je me disais, tiens, cette année, j'ai envie de le renouveler. Je ne savais pas pourquoi, je sentais ça très très fort. Et puis surtout que depuis, j'ai une approche un petit peu plus profonde de cela. Et j'ai dit, tiens, je vais recommencer. Mais avant de me lancer là-dedans, je sentais... je sentais que voilà, j'étais un peu comme portée par une certaine énergie, puisque chaque année, je ressentais cette envie de revoir ce conte, de le partager, de rajouter les petits outils voilà, que j'ai créés avec et qui sont géniaux. Et enfin géniaux, je sais pas, mais en tout cas, je m'auto-congratule, mais en tout cas, c'était les retours que j'avais, c'était assez hallucinant. Voilà, c'est une petite guidance qui vous emmène à un endroit qui va vous permettre d'identifier comment votre inconscient vous amène tel ou tel ou tel partenaire. Et là, c'est tellement clair comme de l'eau de roche que vous ne pouvez plus dire non, il ne m'est pas tombé dessus. C'est vraiment, le hasard n'existe pas. C'était sur lui ou elle que je devais tomber pour me rencontrer, pour rencontrer cela à l'intérieur de moi. Et donc voilà, donc tout naturellement, puisque depuis 3 ans où j'avais fait cette conférence, voilà, je suis un petit peu plus, enfin un petit peu plus, disons que je fréquente assidûment l'astrologie, qui pour moi donne toujours des éclairages vraiment très forts. Et au hasard, je me dis, tiens, quel horaire choisir pour la carte du ciel de la Saint-Valentin. Donc j'ai pris le 14 février, bien sûr, 2019, et puis j'ai tapé 12 heures. Je me suis dit, tiens, midi, c'est le 12, comme notre année, la numérologie de notre année, c'est le milieu de la journée, puis dans le mythe d'Eros et de Psyché, il y a l'heure, hein, à un moment donné, dans une épreuve, il y a une heure à éviter, hein, et une heure conseillée. Donc il y a midi, minuit, hein, c'est un peu comme Cendrillon. Il y a toujours ces horaires un peu magiques, on va dire. Je tape donc Paris, hein, je me dis tiens, on va prendre Paris. Et c'est parti. Et là, Eureka, je vois que je tombe pile poil sur l'entrée de Mars. Alors, si vous voulez, Eros, l'anagramme de Eros, c'est la rose, cette fameuse rose rouge qu'on retrouve aussi à la Saint-Valentin, qui représente bien ce désir, hein, ce désir de vie qui est là, cette libido, cette énergie sexuelle, cette énergie vitale. Et Mars se trouve, de toute manière, je vais vous mettre la photo de la carte, donc vous allez le voir, à 0 degré 00, c'est pas 0,1, hein, de l'entrée dans le taureau. Donc c'est le moment pile où Mars rentre dans le taureau. Alors il quitte sa conjonction avec, enfin il s'en éloigne, puisque la veille, le 13 février, alors je ne sais plus à quelle heure, aux alentours de, pour la France, je crois que ça doit être 7-8 heures du matin, il a une conjonction exacte avec Uranus en bélier. Et là, le 14 février à midi, enfin bon, alors c'est UTC, hein, donc je pense que ça sera 13 heures à Paris, il est à 0,00 degré du taureau. Oh, j'ai dit, ah, c'est ce qu'on appelle, enfin, pour vous, ça ne vous fait pas vibrer, bien sûr, mais moi, ça m'a fait vibrer. J'ai dit, waouh, c'est ce qu'on appelle une synchronicité, c'est-à-dire un concours de circonstances signifiant. Donc ça n'a peut-être pas de sens pour vous, mais pour moi, ça en a pris un tout particulier. Parce que d'abord, c'est mon Mars natal, mais en plus, c'est que Mars Taureau, c'est quand même... alors, pour les hommes, bon voilà, il est extériorisé, donc c'est l'action, enfin voilà, vous voyez un homme. Mais pour la femme, Mars,
dans le corps émotionnel, il y a Vénus, qui est l'énergie magnétique, et puis il y a Mars aussi qui rentre dans le corps émotionnel, mais son Mars, pour une femme, ça fait partie de son masculin intérieur. Hein. Elle en a plusieurs, la femme, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça je le ferai lors de l'atelier, mais c'est une des composantes du masculin intérieur de la femme, une composante importante et surtout en reliance avec l'énergie du moment, puisque Mars, c'est ce qui va, il anime en elle sa libido, sa sexualité, son élan de vie et surtout il intervient aussi dans ses choix de partenaires qui vont être projetés en fonction de son Mars natal, de ses attentes envers ses partenaires. Il a une importance pour la femme au niveau de son masculin intérieur, enfin surtout dans la relation. Donc un Mars par exemple qui n'est pas maîtrisé, au niveau émotionnel, ça va donner de la colère. Hein, rarement de la tristesse, voilà, c'est la colère. La colère quand il n'est pas canalisé. Hein. Voilà, donc là j'ai dit, ah ça c'est un signe. Puis en plus vous verrez sur la carte il est en rouge, Mars, hein, forcément. Bon, je sais pas pourquoi, mais en tout cas il est rouge. Et ah là j'ai dit c'est trop fort de café comme on dirait. Et donc pour vous donner, il vient de prendre le 13 février, donc pour vous demain, enfin en tout cas pour moi, la veille de la Saint-Valentin, il va... être en conjonction exacte avec Uranus en bélier, il va prendre toute cette énergie. Alors Uranus, c'est à un certain niveau, c'est lui qui nous donne l'éveil, c'est on va dire, c'est le mental supérieur. Donc c'est aussi pour la femme, hein, on va dire son guide intérieur quelque part, hein, enfin son guide céleste. Il y a une notion avec l'esprit, hein, de l'esprit pour Uranus. C'est comme si il allait donner une décharge à Mars et que Mars ensuite, le jour de la Saint-Valentin, en tout cas au moment où j'ai choisi de regarder la carte, dans cet instant T, rentre en taureau. Le taureau qui est l'énergie de la grande déesse. Donc, comme si il y a un pas vers le féminin. Alors Mars est considéré en chute, hein, ou exil, je ne sais plus. En tout cas, il n'est pas dans ses énergies. Hein, c'est aussi la force créatrice. En plus, il sera en maison 12, donc la maison de la transcendance. Hein, Uranus aussi, je crois d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça chouette. Et j'ai dit, ah oui, Elisabeth, t'es bien alignée dans tes ressentis. En plus, donc la Lune sera en Gémeaux. Et la Lune Gémeaux correspond justement à Psyché, c'est-à-dire la déesse papillon. Psyché est une simple mortelle qui, après tout son périple, ses épreuves, etc., voilà, va... après une mort initiatique et symbolique, un changement d'état de conscience, puisqu'elle va tomber dans un profond sommeil qui ressemble à la mort, tiens, encore une belle au bois dormant, par un baiser d'Eros, va pouvoir voilà, vivre un mariage, un hieros gamos, et donner naissance à harmonie ou volupté selon les sources. Et c'est là où elle va devenir une déesse papillon. Hein. Donc, l'énergie Gémeaux, en tout cas Lune Gémeaux, ça j'ai trouvé ça récemment parce que j'ai lu une archéologue, je ne vous dirai plus son nom, qui parle des différents visages, des 12 visages de la déesse, et elle parle de la déesse papillon. Donc, Psyché. Donc, vous voyez, ça remonte au néolithique. Hein. Donc, ce conte d'Eros et de Psyché... Donc c'est un conte au départ oral berbère, je pense, qui a été repris ensuite au sein d'un chemin initiatique au masculin, c'est l'âne d'or d'Apulée. Mais voilà, on sent bien que ça vient depuis la nuit des temps. En tout cas, encore une autre synchronicité, enfin...
Elisabeth voit ça, quand je regarde cette carte du ciel, je dis, mais attends, c'est le mythe d'Eros et de Psyché. La lune en plus est dominante, donc là ça nous ramène à Narcisse. Donc je vais pas, dans l'atelier que je vais animer, peut-être si je vois qu'on a le temps, je parlerai des pathologies de l'amour du mythe de Narcisse, mais voilà, en tout cas oui, il y a un mythe de Narcisse qui est en jeu puisque la lune est dominante, qu'elle est conjointe à l'ascendant, le nœud nord est en cancer, enfin voilà, bon il y a plein de choses qui me font dire qu'il y a ça dans ce thème. Mais surtout, c'est cette lune Gémeaux, cette Psyché, elle est là. Alors j'ai quand même été voir où était Cupidon, parce que j'ai dit, tiens, allons voir où se trouve Cupidon. Et Cupidon, il est juste à côté de Vénus. Et il est en Capricorne, bien sûr, tout au début du Capricorne. Et il est donc en maison 7, qui est la maison du couple. Donc, encore, voilà, ça nous fait dire, voilà, ce ciel, il est vraiment encourageant, il marque un peu vraiment ce jour-là. Ensuite, bon, voilà, il y a plein, je ne vais pas vous le commenter parce que sinon j'en aurai pour, comme habituellement, donc 3 heures. Peut-être que je le ferai un petit peu plus, je ne sais pas. Sinon, Vénus se retrouve en conjonction. Alors, un orbe assez large quand même. Quel orbe Vénus, oui, 4 degrés, mais elle est quand même en conjonction avec Pluton, de mémoire. Bon, avec Saturne, ça c'est sûr. Avec Pluton. Et en maison, elle est en maison 8. Donc, c'est la maison des flux énergétiques, de la sexualité et de... Maison 7, maison des projections et du couple. Maison 8, c'est celle qui suit, c'est celle où on va prendre conscience de ce qu'on a expérimenté dans le couple, des flux énergétiques. Ça va toucher plus à la sexualité et surtout, c'est là où on va pouvoir faire le travail de remise en question, de retrait des projections. Voilà, des prises de conscience, on va dire. Donc, c'est vraiment là le travail de, on va dire... qui correspond à ce que Vénus demande dans le mythe d'Eros Psyché à Psyché de réaliser. Alors, je ne peux pas non plus tout vous interpréter ici, puisque je réserve un moment. Elle est en Capricorne, donc le Capricorne, c'est une énergie quand même de responsabilité. Alors, ce que je voulais dire quand même par rapport à ce moment, ce que j'ai contacté là dans cet axe Capricorne-Cancer sur les nœuds, il nous invite bien sûr vers le nœud nord Cancer à plus de sensibilité, à utiliser le miroir, à vivre ce mythe de Narcisse dont je parlerai plus tard. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que le Capricorne, c'est cette énergie des eaux. Je pense à... j'arrive jamais à dire son nom. Bon, celle qui a écrit Cours avec les loups. Elle parle de danser sur les eaux. Et ce que j'ai ressenti profondément, c'est le Capricorne, les eaux, l'ossature, mais ressentir, en interprétation des rêves, quand on ressent ces eaux, il y a toujours derrière une transformation importante. Et dans cet axe-là, ce que j'ai ressenti, c'était, je sens mes eaux, et je l'ai fait, voilà, essayez de le faire, de vous mettre à l'intérieur de vous, mais pas de sentir que vos cellules, que vos flux, mais d'aller jusqu'à vos os, sentir vos os. Et sentez bien que dans cette structure qui peuvent paraître dures, et heureusement qu'ils sont durs vos os, et bien durs, qu'est-ce qui circule au milieu de vos os? Il y a cette moelle. Cette substantielle moelle. C'est ça, cette énergie du cancer. Tout Capricorne tient au cœur, alors j'appelle ça les mon chéri, tiens, c'est ceux qu'on offre à la Saint-Valentin, pour ne pas faire de pub, qui sont durs à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Donc, enfin, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti là. Quoi vous dire de plus de cette carte, comment elle me fait vibrer? Donc voilà, donc Vénus se trouve en conjonction avec Pluton, et donc un aspect Vénus-Pluton, ça dit qu'il va, justement, surtout en maison 8, ça dit que
c'est le moment d'enlever ces attachements, de ne pas confondre l'amour et l'attachement, enfin de remettre en question. Il y a une métamorphose qui est à l'œuvre. Alors, je tiens quand même à préciser que en ce qui concerne le mythe d'Eros et de Psyché, donc c'est issu des métamorphoses d'Apulée, appelé aussi l'âne d'or. Apulée, c'est l'auteur. Hein. Alors, il y a Ovide qui a écrit les métamorphoses, mais Apulée a aussi écrit des métamorphoses. Dans le mot métamorphose, l'histoire qu'il raconte, c'est le chemin de Lucius. Alors, on sent bien la lumière, Luc, hein, la lumière, qui va se transformer en âne. Voilà, c'est un peu péjoratif, et qui va vivre des expériences, un peu salaces même quand même, et au cœur de toutes ces expériences, à la fin ça terminera avec une initiation avec Isis, mais il y a ce conte d'Eros et de Psyché. Et pourquoi, où c'est que j'étais partie? Alors on m'a dit que quand je pars loin, après je me rappelle ce que j'avais à vous dire. Oui, je vous parlais de Vénus. Et de se défaire des attachements. Oui, et donc il va vivre un chemin de l'amour. Donc je parlais de Psyché, voilà, de métamorphose, voilà, j'y suis, ça y est. Psyché, vous pouvez, comme c'est une déesse papillon, comme cette lune Gémeaux qui est là, hein, vous voyez cette déesse papillon, ce visage de la déesse qui est là, elle était chenille et elle devient papillon quelque part. C'est vraiment ce qu'on appelle la transformation à travers le chemin de l'amour. C'est l'âme, Psyché, hein, c'est l'âme. Donc c'est dans amour, on entend cette racine de l'âme. Et ne pas confondre le changement, hein, puisque tout est impermanent, donc on est en perpétuel changement. Et heureusement, c'est là que j'ai vu en réécoutant ma conférence d'il y a 3 ans, je me suis dit, oula, t'as vraiment, en 3 ans, finalement, wow, c'est tout un monde qui a changé pour moi. Il y a ce changement. Et il y a aussi ce qu'on appelle la métamorphose, méta au-dessus, morphose, morphée, la forme. Donc c'est un changement de forme. Donc par exemple, quand vous changez de relation, parfois la forme change, puis vous dites, ah bah, j'ai fait un changement, parce que j'ai changé de couple, j'ai changé de partenaire. Donc là, il y a une métamorphose, c'est-à-dire un changement de forme, mais sur le fond, vous apercevez, ah mince alors, c'est reparti, ça finit par revenir et toujours la même chose. Jamais 2 sans 3, on dit. Et en effet, hein, il y aura une 3e qui sera peut-être la bonne. Et puis, il y a au-dessus, il y a ce qu'on appelle la transmutation, ou cette fameuse mort initiatique, cette mutation, hein, transmutation, mutation. Et là, c'est vraiment un changement d'état de conscience qui ne se passe pas ni à travers la métamorphose ou le changement, mais il y a un avant, il y a un après. On appelle ça aussi les points de bascule. C'est-à-dire c'est irréversible. Irréversible. Et la chenille, une fois qu'elle est devenue papillon, c'est irréversible. Elle ne peut plus revenir dans le cocon, elle ne peut plus revenir chenille. Sa vision a changé. Un papillon, il voit du haut, il ne voit plus les mêmes choses. C'est irréversible. Donc l'histoire de Psyché, c'est ça. À travers l'amour, à travers les épreuves de l'amour, etc., etc., donc que je ne vais pas détailler ici, elle va plus que se métamorphoser. Elle va transmuter. Vous savez, la chenille, dans le cocon, elle se liquéfie. Bon, ça, on ne le sait pas, mais elle devient liquide. Et j'adore le nom des fameuses cellules prochainement du papillon. On appelle ça des cellules imaginales. Donc, c'est-à-dire, elles étaient contenues dans la chenille, mais à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose pour que ça puisse se mettre en route. Donc voilà, c'était bien pour vous dire que sur le plan de Vénus-Pluton, là, c'est du niveau,
c'est pas du niveau du changement, c'est pas du niveau de la métamorphose, c'est du niveau de la transmutation. Pluton, c'est l'alchimiste du zodiaque. Donc, c'est du niveau de la transmutation. Il y aura un avant et un après. Mais le retour est irréversible. Hein. Donc, par exemple, imaginez qu'il y ait des relations, là, il va y avoir certainement des ruptures, ou un changement tel qui fait que soit l'un des deux partenaires a vraiment changé, soit Vénus, c'est aussi nos valeurs, notre vision du monde, elle fait un travail qui fait que elle ne pourra plus envisager les choses d'une manière autre. Voilà ce que je vois ici. Ensuite, bon, il y a plein d'autres choses à raconter, mais surtout, il y a aussi des degrés. Alors, je ne me rappelle plus le nom. C'est un nom spécial anarétique pour Uranus. Alors, je reprends ma carte. Oui, pour Uranus et j'ai vu Chiron. Voilà. Qui sont pour Uranus à 29 degrés 14 et pour Chiron à 29 48. Donc Chiron en Poisson et Uranus en Bélier. C'est-à-dire qu'ils s'apprêtent, là c'est la fin, ils s'apprêtent vraiment à basculer. Chiron en Poisson, c'est terminé, il va passer au Bélier. Uranus en Bélier, c'est terminé, il va passer au Taureau. Et donc, quand ces planètes, donc là, Chiron et Uranus, sont sur ce fameux degré qu'on dit magique, c'est comme s'ils donnent un dernier, comment dire, un dernier élan, un dernier message. Donc là, il y a une énergie particulière, une énergie très 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 forte, puisque c'est le dernier moment où cette planète peut diffuser son message, ses énergies à ceux qui sont concernés. Donc là, au niveau universel, bien sûr, mais par exemple, moi j'ai mon Chiron en Poisson, c'est l'Ader d'Eder. Donc là, il se trouve en maison 11. Et puis surtout, Chiron Poisson, c'est le syndrome du sauveur. Hein. Il y a eu toute une flopée de thérapeutes, mais on sait, alors j'en fais partie, hein, on sait que quand on veut guérir les autres de quelque chose, c'est nous-mêmes que l'on guérit en aidant l'autre. Hein. Ça, c'est évident. Et c'est d'ailleurs ceux-là qui sont les meilleurs guérisseurs, hein, puisqu'ils savent de quoi ils parlent. Et ils vont avoir ce qu'on appelle des miroirs qui vont venir les trouver et c'est en aidant l'autre qu'ils vont s'aider eux-mêmes. Voilà, c'est le phénomène de transfert contre transfert. Enfin voilà, c'est quelque chose, voilà. Mais il y a aussi derrière ce mythe du sauveur, hein, qui est là, derrière ce Chiron Poisson. Donc là, il est en maison 11. Donc c'est une maison quand même de l'amour universel, des relations collectives. Donc je trouve que c'est bien de terminer. Alors, il ne va pas tout à fait terminer, mais en tout cas, il est placé là. Il dit au revoir. Et dans les relations aussi, hein, dans ce triangle dramatique, s'il y a un sauveur, c'est très embêtant, puisqu'il y a forcément un bourreau et une victime. Donc l'idée, c'est de transformer ce triangle dramatique en triangle thérapeutique, et où il n'y est, on va tous être un jour le bourreau de quelqu'un. Alors bourreau, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas c'est les termes qui sont persécuteurs, hein, voilà, c'est les mots utilisés par Karpman, qui a identifié ce fameux triangle. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que si on se sent victime, c'est qu'on a donné à l'autre, on a perdu la responsabilité de ce qui nous arrive, et on a donné à l'autre. Comme je vous disais, c'est comme si on peut donner aussi à l'autre le pouvoir de nous compléter, mais on peut donner aussi à l'autre le pouvoir d'être notre persécuteur, notre bourreau, etc. C'est aussi une manière de ne pas se rencontrer, de dire c'est la faute à l'autre, mais moi je n'existe pas, je n'interviens pas dans ma vie, je ne suis pas créatrice de ma vie, je subis les choses. Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails,
Mais donc si on se met en position de victime, forcément il y a un persécuteur, et ça, dans le fameux triangle, il y aura aussi un sauveur. Celui qui dit, moi je vais tout guérir, tout sauver. Voilà, des personnes qui existent en prenant cette position, elles se mettent à exister. Ou en étant victime, on se met à exister. Ou en extériorisant sa souffrance sur l'autre, donc en étant persécuteur, conscient ou inconscient, on se met à exister. Donc l'idée, c'est de comprendre que on vivra de toute manière. Un jour, on sera le sauveur, un jour, on sera la victime, un jour, on sera le bourreau, mais sans s'en rendre compte. On peut sortir des choses. Moi, je me rappelle, des fois, j'ai sorti des choses qui me sont revenues. J'ai dit, mais finalement, j'ai dû blesser la personne, même si ce n'était pas intentionnel. Mais tout ça, c'est des choses qui sont voulues. C'est le jeu, hein, qui permet justement de bien vivre ce triangle dramatique pour ensuite simplement sortir du jeu et identifier ces rôles qu'on va jouer. Donc là, Chiron en poisson, le sauveur, je dirais, alors je résume vraiment parce que c'est Chiron poisson, c'est bien autre chose, mais voilà, je rentre sur le thème de la Saint-Valentin, enfin en tout cas de l'amour, des relations, des amoureux et de cette fameuse lune de miel qui est aussi nécessaire puisque c'est à ce moment-là où on est très proche de l'amour divin. Et malheureusement, c'est que ça ne dure pas, mais voilà. Et dans le mythe d'Eros et de Psyché, c'est pareil. Il y a une belle lune de miel, mais elle ne durera pas. Et elle est quand même importante parce que sinon, si on n'était pas attiré à vivre cela, je crois que on dit que l'amour est aveugle, mais il faut bien à un moment donné, hein. D'ailleurs, on les voit, ces amoureux, ils sont en dehors du monde et ça dure un certain temps, hein. Et c'est très bien comme ça. Donc oui, voilà, donc je résume, mais Chiron poisson, là, qui est sur ce fameux degré, dit, voilà, ça y est, maintenant je dis au revoir, donc je lance un dernier coup. Donc regardez en vous comment vous vous positionnez en tant que sauveur. Est-ce que vous aidez vraiment l'autre? Est-ce que vous lui prenez pas est-ce que vous n'avez pas suffisamment confiance en lui pour lui laisser la possibilité de se sauver lui-même? Ou alors, est-ce que c'est une manière de prendre votre place? Ou alors, est-ce que parfois, il faut admettre aussi qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas sauver? Parce qu'elles ne le veulent pas, tout simplement. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné, pareil, voilà, hein, je voulais absolument aider une personne qui me sollicitait, jusqu'à temps que je me rende compte que c'est pas, elle ne voulait pas, parce que vu l'énergie que je déployais pour l'aider, elle aurait dû faire au moins un tout petit pas. Il n'y avait aucun pas de fait. C'était presque, elle régressait. Je me suis rendu compte qu'elle ne voulait pas être sauvée. Elle voulait rester dans sa situation parce que ça lui permettait de me solliciter et d'attirer mon attention. Jusqu'au moment où j'ai dit stop. Et j'ai même reçu des SMS de menaces de suicide. Mais j'ai répondu ok, bah tue-toi. Voilà. C'est pas grave. Je peux pas plus. Ça a été dur, hein, parce que c'était quelqu'un de très proche. Ben, finalement, il y a eu un grand blanc, à un moment. La personne était morte quelque part. Et puis, il y a eu une renaissance. Je n'en suis pas revenue. 6-7 mois après, cette personne m'est revenue. Elle était métamorphosée. Et même plus transmutée. Donc, il s'est bien passé un électrochoc. Finalement, je l'ai plus aidé en sortant du jeu, en arrêtant de vouloir être le sauveur, en devenant bourreau, finalement, puisque je lui ai dit, ok, bah, suicide-toi. Donc ça, on le retrouve hein, dans le mythe de Narcisse, ça fait partie des moments qu'on a à vivre, à traverser sur le chemin de la réalisation, enfin en tout cas de l'éveil de Narcisse. Voilà, donc accepter peut-être aussi, et là vous serez peut-être aidé aussi par ce rapport Vénus-Pluton, accepter que parfois, voilà,
On a tout donné et peut-être, oui. Et alors? Je, je laisse l'autre sur le côté. Alors, c'est vrai que la fameuse charité chrétienne, où le cœur, enfin, ça casse des choses en nous qui nous métamorphosent même nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà. Et Chiron, maintenant, va rentrer dans le bélier. Et là, qu'est-ce que c'est Chiron en bélier? C'est la blessure existentielle, c'est le je suis. J'accepte d'exister. Hein. Est-ce que... Alors, je suis blessée, puisque Chiron, c'est une blessure profonde euh, qui aide à grandir, hein, qu'on retrouvera à 50 ans au retour de Chiron. Pour ceux qui vont être concernés, ça va être... c'est ma blessure existentielle. Comment je me positionne? Alors, il y a 12 façons, hein, puisqu'il y a 12 maisons d'expérience. Comment j'assume mon je suis? Comment je prends ma place? Comment j'existe? Comment je peux exister? Comment je suis blessée dans mon droit à exister? Est-ce que je trouve ça légitime? Alors, bon, voilà, après, il y en a 12, hein, blessures. Voilà. Et puis ensuite, donc, ce fameux Uranus en bélier, là, qui va donner toute sa puissance. Alors, il va la donner à Mars, ça tombe bien pour la Saint-Valentin. Alors, pour certains, disent que ça va créer des choses terribles. Pas forcément, tout dépend comment on canalise ça. Si bien sûr on n'est pas équilibré avec nos énergies martiennes, ou martiales plutôt, avec cette libido, bon, voilà, avec cette énergie de vie qui est là bien présente, oui, ça peut être une colère, mais ça peut être aussi une colère, une force, si elle est bien canalisée, ben, voilà, il y a des colères qui peuvent nous porter à des actions justes. Ça suffit. Hein. Voilà, donc après, tout va être comment on va canaliser cette force. Et donc, voilà, bon, c'est vrai que c'est électrique, mais bon, pour moi, je le sens positivement, surtout que le Mars rentre en taureau. Donc, taureau, c'est quand même, il y a une force de... Mars, il est un peu bridé en taureau. Hein, il est comme Uranus le sera d'ailleurs, mais c'est pas forcément négatif. C'est le taureau, regardez ça, il est... c'est la force des habitudes qui peut le bloquer. Et puis, dans sa forme, hein, voilà, il a une force importante, le taureau, mais je pense à l'animal, là, hein, de toute manière. Mais il peut être bloqué justement par cette forte stature qui fait qu'il sera peut-être un peu bloqué. Mais au contraire, ça peut être une force, la persévérance, l'endurance. Bon, après, tout dépend comment l'utiliser. Le côté obscur de la force, ça sera l'entêtement, par exemple. Un taureau, ça fonce, c'est têtu. Voilà, il y a tout un tas de comment va-t-on utiliser cette énergie. Voilà, comment ce désir, comment Mars, alors qui fait, là, il y a une quadrature justement avec l'axe des nœuds lunaires dont je vous ai parlé, il y a une quadrature avec Pluton, enfin tout ce qui est en Capricorne là, donc ça va être c'est vrai que c'est voilà, il y a une friction, mais après tout cette friction peut être porteuse d'évolution. Hein, tout dépend comment on va pouvoir la canaliser, comment on va pouvoir l'accueillir. Ça peut être inconfortable, mais voilà. Enfin, pour moi, ça peut être porteur. Voilà, donc je ne sais pas si je vous ai dit tout. Je vous ferai la petite photo de la carte du ciel. Voilà, bon, il y a plein d'autres choses. Je pourrais... 43 minutes. Non, mais attends, Elisabeth, ça va pas du tout, là. Il y en a qui doivent rire parce qu'elles m'ont dit... Bon, voilà, alors, bon, il y a Mercure en poisson. Mais bon, voilà, je ne vais pas vous faire tout le bilan. Je voulais juste insister sur le fait que la Lune était en Gémeaux. L'année dernière, par exemple, ça correspondait, la Saint-Valentin correspondait la veille au carnaval, carner le varet, lever la chair, lever les masques, rendre la chair plus comment on dit, spiritualiser la matière.
Et le lendemain, le mercredi descendre, ça tombait un mercredi. Là, ça va tomber un jeudi, jour de Jupiter. Bon, Jupiter intervient aussi, mais bon, voilà, il intervient dans le mythe d'Eros et de Psyché aussi, Jupiter. Hein. Donc, voilà, donc... voilà, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire. Et cette année, donc elle était en Verseau, la Lune, hein, et cette année, vous voyez, voilà, la Lune est en Gémeaux, c'est la déesse Papillon, c'est voilà, les conjointes à l'ascendant. Il y a Junon, hein, qui se trouve aussi là, je crois que c'est Junon, hein, je dirais pas de bêtises. Oui, c'est bien Junon, qui se trouve en maison 12, dans la transcendance. Donc, Junon, l'épouse, la reine, va-t-elle assumer enfin sa force sexuelle, hein, je vous en avais parlé la dernière fois, puisque Tirésias avoue, puisque lui a eu un corps de femme, avoue enfer et damnation à Zeus et devant Héra, donc Junon, que la femme a 9 fois plus de capacité d'extase que l'homme. Oh là. Et Héra n'assume pas du tout ça. Donc là, elle est dans la maison de la transcendance, en contact de l'énergie Gémeaux, donc de cette déesse Papillon, peut-être l'épouse, enfin, on va dire la femme qui est en couple, mais au niveau marital, hein, peut-être va-t-elle se transformer en amante, assumer cette partie transcendante d'elle. Cette énergie sexuelle peut bien sûr être canalisée et transmutée en conscience et même en extase. Vous voyez les têtes des saintes qui sont les épouses de Dieu, comme on dit. Je peux vous garantir, pour l'avoir moi-même vécu, je ne suis pas une sainte, mais pour avoir vécu ça de l'intérieur, que c'est une extase, voilà, que ça donne à peu près la tête qu'elles ont, voilà, une tête extatique, on va dire. Donc peut-être, hein, je souhaite ça à Héra ici. Après, donc, allons voir les autres femmes, donc, enfin, déesses, archétypes, donc, Pallas. Ah, bah, elle est sur un degré énurétique aussi, anarétique, pardon, 29 degrés de la balance, en maison 6, le travail intérieur. Pallas, ça lui va bien, donc, en balance, hein, voilà. Va-t-elle rencontrer en face le bélier? La balance, ça fait partie aussi des énergies de couple et de relation, d'harmonie, hein, d'avoir envie d'harmoniser les choses, mais d'oser passer par le conflit. Rappelons que Pallas est aussi une déesse de la guerre, donc je pense qu'elle peut gérer là, puisqu'en face il y a le bélier. Ensuite, Proserpine, qui fait partie du mythe aussi d'Eros et de Psyché, puisque à la fin, elle va donner la boîte de beauté et pas de Pandore. J'ai vu qu'elle était en Scorpion. Hein. Proserpine, c'est celle qui serpente. La déesse serpent, hein, la déesse Perséphone, si vous préférez, qui se trouve en Scorpion. Donc, elle est exactement dans son royaume, à l'endroit où elle se trouvera pour donner la boîte à Psyché, et qui sera dans la transgression de l'interdit, comme dans tous les contes, qui sera la cause de son changement d'état de conscience, puisque contre toutes les interdictions, elle va bien entendu l'ouvrir, sinon ce n'est pas amusant. Voilà, donc Cérès se trouve en Sagittaire, dans l'énergie qui prend sens, donc, mais elle n'intervient pas dans ce mythe. Cupidon, je vous en ai parlé, proche de Vénus. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai tout dit. Enfin voilà, donc il y a quand même pour cette Saint-Valentin, je trouve, en tout cas personnellement, à l'intérieur de moi, ça m'a vraiment connecté à nouveau animé
cet atelier, cette conférence atelier, revisitée pour parler tout simplement, parlons d'amour, pour partager autour de ce chemin de l'amour. Si ce n'est pas à ce moment-là, à quel moment cela sera? Donc, je vais vous en parler ici. Je vous mettrai, je ne sais pas si j'arriverai à cadrer par rapport à la vidéo l'image, parce qu'il faut que je mette en même temps la carte du ciel et en même temps cette image. Donc, j'anime le 14 février à 20h30 un atelier conférence auquel les femmes sont invitées. Je vous mettrai le lien en dessous et vous pourrez aller écouter. Je vous ai fait une petite invitation de 15 minutes. Je vous ai écrit un petit texte. Donc même si vous n'avez pas l'intention de venir, vous pouvez aller écouter 15 minutes l'invitation d'Elisabeth, puis lire un petit peu ce qui va se passer. Quelle est mon intention profonde? Mon intention profonde, c'est de vous partager ce conte initiatique. Alors, bien entendu, vous pouvez aller l'entendre. Je pense qu'il y a une vidéo très bien faite qui avait été faite sur Arte, qui parle de ce mythe. Elle dure à peu près 30 minutes. Donc, elle est très bien faite. Bon, il manque quelques éléments du mythe, hein, qui est quand même assez long. Mais c'est déjà, ça vous donnera un ordre d'idée. De vous laisser porter par ce mythe, enfin ce conte exactement, c'est la même chose. Hein. Le mythe nous connecte au mystère, nous connecte à l'inconscient. Il y a une structure bien particulière et de réveiller en nous, que ça résonne en nous. Ensuite, je vais vous l'interpréter et c'est sur la base de l'interprétation de ce conte où je vais aller identifier certaines propositions qui nous ont faites par ce conte pour des prises de conscience, pour nous donner du sens, pour contacter les archétypes et se faire ensemencer par ces forces qui nous donnent sens, ces forces signifiantes de vivre une aventure. Voilà. Donc j'ai plein de choses à vous raconter sur ce conte. Alors en particulier pourquoi Vénus est si en colère après Psyché, hein, parce que là, elle apparaît pas sous son bon jour, elle apparaît vraiment sous le jour de la belle-mère en colère, de la marâtre que l'on retrouve dans les contes. Et là, j'ai connecté quelque chose que j'ai vraiment envie de vous partager dans mon interprétation. Et voilà, donc vous lirez cette invitation, enfin vous irez l'écouter en suivant le lien si vous voulez, vous inscrirez si vous voulez, que vous soyez là ou pas là, j'aimerais bien quand même qu'il y ait quelques participantes pour que ça puisse être plus vivant. De toute manière, il y aura un replay et puis ensuite, une fois le replay, il y aura un espacement privé dans lequel vous aurez accès et je vais rajouter quelques petits outils. Ce que j'aurais envie de faire à ce moment-là aussi, ça va être de vous faire expérimenter cette fameuse guidance qui dure quelques temps, exercice guidé qui vous permet d'identifier qu'est-ce qui est actif en vous au niveau inconscient, qui vous a poussé à choisir tel ou tel partenaire. Nous verrons aussi, je vous donnerai quelques clés au niveau de l'astrologie pour identifier certaines énergies en vous. Et pareil, sur une étude qu'a fait Jung sur 10 000 cas, donc c'est quand même, l'erreur est peu probable, voilà, de ce qu'il a remarqué sur les couples qui ont une certaine durée, enfin qui ont l'air d'être un peu plus heureux que les autres. Et donc, je vous partagerai ça pour que vous puissiez vérifier avec vos anciens partenaires ou nouveaux si ça colle, hein, comment ça se passe pour vous. Voilà, des petites choses comme ça, un peu vivantes. Alors, j'espère, je me donne 2 heures parce que je voudrais pas que ça dure plus. Voilà, peut-être ça durera plus, mais à ce moment-là, si vous en avez marre, et ben vous partirez et puis vous aurez le replay. Mais je voudrais vraiment prendre le temps d'avoir cette approche de ce conte, de vous le raconter, de vous laisser porter, de vous l'interpréter, mais sans qu'il y ait l'intellect qui rentre en ligne de jeu, que ça soit fluide et que ça soit une aventure, une expérience pour que vous puissiez rentrer en contact avec ces archétypes
et à vous remettre sur ce chemin de l'âme, ce chemin initiatique de l'âme, de Psyché, vers l'amour divin. Est-ce que son chemin vous rappelle votre chemin, des endroits où peut-être vous avez bloqué, que vous n'avez pas encore dépassé? Peut-être qu'il y aura des messages qui vont vous aider à faire un pas supplémentaire sur ce chemin, vous redonner confiance, vous redonner le sens, la direction. Voilà mon intention profonde. Alors bien entendu, puisque je vais vous interpréter ce conte au niveau symbolique et au niveau analytique sur la voie de la psychologie des profondeurs, il y aura quelques notions que je serai obligée de quand même en début de revoir avec vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement l'animous, qu'est-ce que c'est exactement l'anima, le complexe père-mère. Alors, je ne pourrais pas vous faire un cours de psychologie analytique, mais au moins, voilà, voilà, rapidement, qu'on identifie de quoi on parle à ce moment-là. Hein. Donc, l'exercice, je vous en ai parlé, ça c'est assez bluffant. Voilà, l'astrologie, les projections, donc il faut forcément parler des projections aussi. Voilà ce que j'ai envie de voir avec vous, puis bien sûr répondre à vos questions. Donc en gros, l'idée c'est de partager un moment ensemble le jour de la Saint-Valentin. Alors le jour de la Saint-Valentin, Psyché, ça signifie aussi miroir, hein, c'est bizarre. C'est l'âme, mais c'est aussi le miroir de l'âme peut-être, allez savoir. Et donc, peut-être que vous avez organisé, peut-être vous, pour la Saint-Valentin, vous dites, oh, il y a que les autres qui sont amoureux, ils font des trucs, moi je suis toute seule. Eh ben non, vous ne serez pas toute seule, on sera ensemble. Et voilà, cette année, vous peut-être avoir envie de célébrer, parce que ça célèbre l'amour. C'est, voilà, de célébrer ça à votre manière, en me rejoignant ce soir-là. Donc, vous êtes conviés. Que vous puissiez être là ou pas là. Je vais vous mettre le lien. Vous aurez écouté mon invitation audio. 15 minutes, elle était chouette, Elisabeth. Elle n'a pas été trop longue. Vous lirez le petit texte. Je vais créer, je pense, un événement Facebook. Et c'est tout simple. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis 1 heure quand même. Bravo Elisabeth. Et puis si jamais, alors je vous reviendrai peut-être à la pleine lune. Vraiment, je ne vous promets rien. Parce que là, je termine. À partir de demain, je vais être à fond la caisse pour préparer cet événement. Qu'il y ait du monde qui vienne ou pas, je vais le préparer puisque il sera offert dans l'université des Enchantresses aux Enchantresses. Donc, dans tous les... Puis je le vibre, j'ai envie de le faire. Donc, voilà. Donc, à partir de demain, je vais être à fond la caisse là-dessus. Ensuite, je l'ai promis, et en plus ça rejoint vraiment cette énergie de l'amour, puisque le mythe de Narcisse est un chemin d'éveil à l'amour de soi, à l'amour à travers les relations amoureuses aussi. C'est devenir soi-même finalement, mais M''AIME. Et c'est tout à fait dans les énergies du moment. Et donc, voilà, ça fait un petit moment que j'ai promis aux enchanteresses d'aborder ce module. Donc ensuite, toute mon énergie va être focalisée là-dedans. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à l'issue de l'atelier, bien sûr, il y a le présentiel ou le replay. Et je vais vous rajouter des outils. J'ai pensé à 2 outils, mais j'aimerais... alors les outils ne seront pas pendant la conférence, ça seront dans l'espace membre après, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, et heureusement, parce que sinon c'est toute une journée. Voilà, je vous les présenterai, puis je verrai avec vous si je les ai bien choisis. Voilà, vous aurez accès, ça continue après. Oui, voilà, donc vraiment, je ne vous promets pas que pour la pleine lune, je revienne, à moins que, comme pour ce ciel de la Saint-Valentin, j'ai des flashs. Ce que j'ai oublié de vous parler, alors là aussi ça m'a beaucoup plu, c'est de la numérologie de la Saint-Valentin. La numérologie, si on fait 14-02-2019, on va tomber sur le chiffre 19. Alors bon, 2019 ça fait 12 ou ça fait 3. 2, 5 et le 14, si je ne me trompe pas, 3 et 2, 5,
et 5. Ah non, comment j'ai calculé ça, moi? Alors, 14. Ça fait 14, on ne réduit pas puisque je travaille la numérologie avec le tarot. Donc 14 et 2, ça fait 16. 16 et 3, 17, 18, oui, c'est bien 19. Ouh là là. Pourtant, ça m'avait flashé. Donc j'aurais été un peu embêtée que ça ne fasse pas 19. Alors ça peut faire 19, mais si on prend 5, c'est sûr, 7, oui, dans tous les cas, on peut tomber sur le 19. Et donc là, bon, alors bien sûr, ça fait l'arcane du soleil, ça fait la lettre hébraïque Kof, qui signifie le soleil de minuit. Donc vous voyez, j'aurais pu prendre le ciel et ça serait intéressant de regarder le 14-02 2019 à 24 heures, à minuit. Qu'est-ce qui se passe à minuit quand Cendrillon sort du bal? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, l'année dernière, c'était le mercredi des cendres. Hein, on peut parler aussi de Cendrillon. Qu'est-ce qui se passe à minuit? Moi, j'ai choisi midi. Mais bon, finalement, c'est un autre minuit. Hein, c'est un 12. Donc, ça s'appelle le soleil de minuit pour la lettre Kof. Et par contre, je n'arrive pas à retrouver, donc j'avais cherché au niveau numérologie, donc l'arcane du tarot, donc le soleil souvent qui est représenté justement avec un couple. Alors là, je peux pas, j'ai décidé de ne pas vous mettre comme d'habitude plein de petites photos. J'aurais pu la mettre sur l'invitation. J'avais choisi la tempérance parce que pour moi, le 14 février, ça vibrait l'arcane de la tempérance, qui est aussi le couple intérieur, enfin quelque part. L'harmonisation des contraires, hein, la tempérance, c'est ça, 14. Mais j'aurais pu vous mettre le soleil. Et le soleil au niveau du tarot, donc c'est soit des jumeaux, hein, donc qui parlent aussi de l'harmonisation des contraires, puisqu'il y en a un qui est mortel et l'autre qui est immortel. C'est notre partie à l'intérieur de nous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que justement, pour les hommes, leur anima, c'est leur âme, et pour les femmes, l'animus, c'est leur âme. Donc c'est cette partie inconsciente, donc invisible, non palpable, qui est reliée à l'esprit, hein, on va dire. Hein. Donc c'est en nous, c'est ça, hein, l'harmonisation. Donc le soleil, souvent, est symbolisé par un couple aussi. J'avais vu des arcanes du soleil, j'aurais pu vous les mettre, qui sont symbolisés par un couple. Par contre, je cherchais le Muriel Robin, pas Muriel Robin, Muriel Robert. Mais Muriel Robin, elle aurait pu raconter des petites blagues à ce sujet. Voilà. Alors, Muriel Robert, voilà, le tarot des 4 vérités. L'arcane 19 hein, du soleil, elle appelle ça la lumière de l'amour. Donc cette numérologie 19 tombe sur la lumière de l'amour. C'est-il pas beau ça? Enfin moi, c'est celui-là que j'ai choisi. Je trouvais ça très beau avec cette lettre Kof qui symbolise le soleil de minuit. Alors je vais vous lire le message sur le plan de l'amour de soi, de l'élément feu, du niveau de la lumière, sur le plan spirituel, de cet arcane qui s'appelle le soleil de l'amour. Enfin, non, la lumière de l'amour. Alors, je vous le lis. Le message de ce symbole est un appel de l'âme qui te convie à regarder toute la beauté et les potentiels que tu possèdes. Cette conscience te permettra de toucher toutes les parties qui te composent afin de leur apporter de l'amour et de la compassion. C'est ainsi que tu constateras un fil conducteur à toutes tes souffrances qui n'ont qu'un seul but, celui de te faire grandir dans l'amour de soi. Sache que cette position est annonciatrice d'une grande libération et d'une extraordinaire réconciliation avec les parties les plus ombrageuses. Ressens la profondeur de la résonance de cette lettre Kof qui te soutiendra dans les moments plus difficiles. En la prononçant, sa vibration te touchera par le cœur, parce que c'est là où ça se passe l'amour aussi, dans le cœur. Hein? Le cœur, pour la femme, au niveau énergétique, c'est masculin.
hein, je vous le dis tout de suite parce qu'on croit, voilà, hein, c'est pas par ici qu'elle accueille. Dans les circuits énergétiques, dans ce cœur sacré entre ces deux seins, on le voit puisque la femme allait, hein, donc elle donne. Donc quand on est dans le don, on est dans le masculin. Et donc là, la femme est dans son masculin. Elle donne à travers son cœur. Et elle accueille par sa yoni, par son ventre. Donc dans le circuit énergétique, hein, de la femme. Donc l'idée, c'est peut-être, voilà, mais pour pouvoir donner, hein, dans ce chiron poisson, pour pouvoir donner encore, peut-on peut-être s'ouvrir à recevoir et à élargir son Graal pour recevoir cet amour qui est disponible. Vous n'êtes pas obligé de l'attacher à telle ou telle personne, qui est disponible partout à partir du moment où on élargit les possibilités de pouvoir recevoir l'amour pour soi-même et ensuite pouvoir se mettre dans la position du don. Mais on ne peut pas donner ce que l'on ne sait pas donner avant. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous dis peut-être le soir de la Saint-Valentin, lors de cette conférence, où j'espère, atelier aussi, il y aura des exercices, où j'espère vivre cette expérience avec au moins quelques femmes. Ça sera beaucoup plus marrant. Parce que, bon, voilà, à plusieurs, moi je dis c'est meilleur. Donc en tout cas, si je ne vous revois pas ce soir-là, ou que je ne vous entends pas, ou que je ne vous vois pas, je vous souhaite une excellente Saint-Valentin dans la posture de ressentir en vous cette complétude, cette entièreté, même si vous n'avez pas encore contacté et que du coup ça vous paraît vide. Voilà, restez dans cette posture et vous allez voir que à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même, peut-être à l'intérieur de vos os, au plus profond, au niveau quantique de vos cellules, vous êtes une immensité. Vous êtes, voilà. Bien entendu, cela ne supprime pas la forme, hein, et voilà, vous êtes une femme ou un homme, vous êtes bien dans un corps d'être humain, mais à une certaine dimension, voilà, vous êtes, il n'y a pas de séparation, et vous êtes complet. Alors c'est tout un chemin, hein, c'est tout un chemin, je sais, je l'ai parcouru, mais à partir du moment où on commence à faire un pas sur ce chemin, un petit pas, l'univers répond. L'univers répond à partir du moment où ce pas, on le fait en soi, pour soi. C'est ce que j'appelle le saut de la foi, hein. On le voit dans le Graal. Bon, voilà, ça y est, je suis repartie, mais dans ce film d'Indiana Jones, à un moment donné, pour obtenir le Graal, il va d'abord falloir qu'il se plie, qu'il s'agenouille pour pas se faire couper la tête, humilité. Ensuite, il va falloir qu'il marche dans les pas de Dieu, hein, du divin. Donc voilà, il va marcher sur des lettres, sur des pierres, et pas n'importe lesquelles, sinon tout s'écroule. Et puis ensuite, il va avoir un grand précipice, un grand vide. Et de l'autre côté, il y a un vieil homme, Joseph d'Arimathie, qui l'attend avec le Graal. Et encore, il ne faudra pas qu'il se trompe de Graal. Et là, il y a un grand vide. Et il n'y a aucune possibilité d'aller de l'autre côté. Ben, à un moment donné, c'est le saut de la foi. Donc, c'est-à-dire, il se jette dans le vide. Il ne sait pas si quelque chose viendra sous ses pieds. Et c'est là que le chemin, qu'il y a voilà, quelque chose, un chemin invisible qui va venir sous ses pieds, qui lui permet de franchir le précipice. Et c'est exactement ça, ce saut de la foi. Il y a un moment, hein, il y a un saut à réaliser dans le vide. Oui, ça fait peur. Oui, il n'y a aucune garantie que l'univers réponde à votre appel. Mais ça s'appelle la foi. Et oui, enfin, il n'y a pas d'autre chemin. Et ça, en étant en contact avec votre âme, avec ce fameux désir Eros, ce fameux désir de l'âme,
voilà, ça vous amène dans des endroits comme ça, des endroits qui sont inconfortables, où il y a un vide apparent. Mais de l'autre côté, il y a votre Graal. Voilà. Euh, voilà le message que j'ai à vous donner pour cette Saint-Valentin. Et toutes les énergies, voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail de cette carte, mais en tout cas, cette fameuse aide, elle est là. Après, comment va-t-on utiliser la force? On peut passer du côté obscur de la force. Hein. Dark Vador, s'il est passé du côté obscur de la force, c'est parce que il a eu peur de perdre sa chérie. Hein. C'est une histoire de couple encore. Hein. Voilà. Il a eu peur de la perdre et du coup, pour avoir la garantie de ne pas perdre sa chérie, qui s'appelait Padmé, je crois, je ne me rappelle plus, enfin qui signifie le nénuphar, d'ailleurs le lotus, hein, quelque part, il va pactiser avec le diable. Hein, et passer du côté obscur de la force, alors qu'il avait des promesses, une puissance. Donc vous voyez que au fond de nous, c'est parce qu'il a eu cette peur, donc c'est-à-dire qu'il avait mis sa force, il avait objetisé, c'est-à-dire je ne peux vivre l'amour qu'avec elle, et si on me l'enlève, alors je vivrai plus l'amour, la reconnaissance, etc., etc. Et là, dans cette faiblesse-là, il a touché le côté obscur de la force. Bon voilà, Dark Vador sera sauvé à la fin par Luke, la lumière, hein, Luce, la lumière, Skywalker, le marcheur du ciel, justement comme Indiana Jones qui marche sur un chemin invisible dans le ciel. Mais voilà, donc peut-être vous aussi, vous êtes passé du côté obscur de la force, peut-être dans ces énergies astrales qui en effet, on nous avertit, on nous dit attention, Uranus, machin, machin. Ok, je suis d'accord, mais voilà, tout dépend quand même. Uranus va arriver en taureau, Mars à 0°0 du taureau. Voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être accueillies différemment. Vénus, voilà, tout ce que je vous ai raconté. Donc, conscientiser, signifier, accueillir différemment, utiliser. Et donc la force est là. Après, il y a le côté obscur, le côté porteur de la force. Mais c'est pas grave, même si on passe du côté obscur, eh ben, on apprend et on peut revenir du côté lumineux de la force. Voilà, tout est double. Et donc, vous voyez qu'elle est complète la force puisqu'elle a ombre et lumière. Donc, je terminerai simplement en vous disant que la force soit avec vous. Allez, je vous embrasse et peut-être à très bientôt.